Voilà. Donc, alors, le programme, comme j'ai décrit, présentation des différentes fonctionnalités, présentation des nouveautés, démonstration et questions-réponses. Je remercie Monsieur Thierry Bordin avec nous, qui est chargé de mission irrigation et autonomie protéique à la Chambre d'agriculture et de la Chambre d'agriculture du Centre Val-de-Loire et également du Loiret. Si je ne me trompe pas, mais il pourra me corriger. Et moi-même, donc, président de CIBEX. Donc, d'abord, un petit récap de ce qui définit Netirrig par CIBEX. Netirrig par CIBEX, donc, c'est un outil d'aide à la décision en irrigation. Il offre un suivi personnalisé du bilan hydrique, préconisation d'irrigation journalière et prévisionnelle, stats phénologiques et pluviométrie ajustables par l'utilisateur, importation automatique des données des stations météo WINAT et Syncrop, et expertise confirmée et calcul validé par les chambres d'agriculture. Donc c'est ça ce qui définit Netirrig par CIBEX aujourd'hui. Comment ça marche? C'est 2 étapes et un peu de stretching pour 10 secondes. Donc vous pouvez créer ou importer votre parcelle. On va le voir après, comment est-ce qu'on peut importer. Créer un cycle de production, donc importer ou créer une parcelle, ça on le fait une seule fois pour toutes les saisons. Après, pour chaque saison, il faut créer un cycle de production. Qu'est-ce qu'un cycle de production? C'est une culture sur une parcelle bien définie. Et c'est ça ce qui est, c'est à partir de ce moment-là que ça devient payant. Mais la création des parcelles, c'est quelque chose qui est gratuit. Vous pouvez créer autant de parcelles que vous voulez. Une fois que vous avez créé votre cycle de production et vous avez mis les paramétrages qu'il faut, tout de suite après, dès que vous faites enregistrement, on déclenche la collecte des données et le calcul du bilan hydrique au fil du temps, si bien sûr la date du début du cycle de production elle est passée et parce qu'aujourd'hui vous avez également la possibilité de créer vos cycles de production dans le futur et ça commencera quand cette date-là elle arrivera. Voilà. La création de parcelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va parcourir rapidement les fonctionnalités et après on va faire une démo. Comment au niveau de la plateforme les choses fonctionnent. Donc pour la création de parcelles, il y a un traçage à faire, que ce soit importé ou tracé. On met un titre et on configure le sol. C'est ça ce qui c'est ça les étapes pour la création d'une parcelle. Donc il y a juste 2 champs obligatoires, c'est le nom de la parcelle et le type de sol, bien sûr, les ajustements qu'il faut. Vous avez donc la possibilité de modifier les profondeurs maximales, vous avez la possibilité d'ajuster le taux de cailloux, par exemple, si vous avez choisi le type de sol Netirrig. Donc tout ça, on va le parcourir ensemble, mais pour vous dire que la création, elle est très simple, un nom et la configuration du sol. Par rapport aux différents types de sols, il y a plusieurs types. Aujourd'hui, bien sûr, sur Netirrig par CIBEX, vu qu'il y a les différents profils des chambres d'agriculture, on vous suggère et on vous recommande d'utiliser le type de sol Netirrig. Donc, c'est des profils qui sont prédéfinis, configurés avec les chambres d'agriculture, avec des détails et des titres qui sont très explicites. Ils sont regroupés par famille et là, vous avez ensuite la possibilité de choisir quel type de sol dans le cadre de cette famille-là. Et vous avez également la possibilité d'ajuster le taux de cailloux en fonction de votre parcelle, sachant que le taux de cailloux, tout changement dans le taux de cailloux impactera directement la réserve utile. Vous pouvez créer la texture donc, du sol horizon par horizon ou utiliser donc, le sol estimé. Mais ça, si vraiment vous n'avez pas une idée de c'est quoi votre type de sol Netirrig, sachant que sur la création de la texture du sol horizon par horizon, il y a quelques ajustements qu'on est en train de finaliser. Peut-être dans la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine prochaine, ils seront en place, tels que le taux de cailloux
horizon par horizon, par exemple. Donc, ces ajustements-là, ils sont très importants. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ça va être déployé d'ici la fin de la semaine prochaine. Pour tout ce qui est sol estimé, le sol estimé, il est à utiliser uniquement si vous ne savez vraiment pas du tout votre type de sol. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On interroge la base de données mondiale des sols pour si elle est disponible. Donc c'est un service qui n'est pas toujours disponible, mais quand il est disponible, on peut voir, on peut vous suggérer une estimation du type de sol horizon par horizon avec tous les paramètres qui sont enregistrés en arrière-plan. Mais comme vous pouvez le voir sur votre interface, quand vous choisissez ça, ça vous dit que c'est quelque chose à utiliser uniquement si vous n'avez aucune idée de votre type de sol. Voilà. Donc après, il faut créer un cycle de production. Le cycle de production, c'est un cycle qui correspond à une culture sur une parcelle. Donc, vous choisissez la parcelle d'exploitation sur laquelle vous allez lancer un cycle de production. Après, donc il y a le taux de tassement. Et donc, le taux de tassement, je vais céder la parole à M. Bordin après pour le détailler. Mais juste après ça, donc, il y a la sélection de la famille de culture, le type, donc il y a l'espèce en fait, et il y a entre guillemets la variété, donc le type de culture que vous allez mettre. Après, donc, il y a le nombre de positions d'arrosage qui correspond au nombre de jours nécessaires pour irriguer toute la parcelle. Ça, c'est-à-dire si j'ai 4 positions au niveau de ma parcelle, pour nous, ça veut dire qu'il faut, il peut pas y avoir un passage ou un repassage par le point de départ ou par n'importe quelle position d'arrosage que avant 4 ou 5 jours. Donc, c'est important parce que ça impacte le seuil de déclenchement. Donc, le seuil de déclenchement, il prendra en considération les besoins en eau pour les 4 prochains jours ou les 8 prochains jours, parce que quelque part, il sait que vous n'allez pas revenir sur cette parcelle-là ou sur ces positions-là avant 4 ou 8 jours. Et après, la date de début, c'est la date du premier stade phénologique. Donc, par exemple, la levée, ça dépendra des cultures, mais de toute façon, dans le détail du cycle, comme on va pouvoir le voir après, la première étape, c'est là, c'est à cette étape-là que correspond le date de début. Je vais céder rapidement la parole à M. Bordin. Je pense qu'il y a pas mal de détails ici que je vous laisse détailler si vous voulez. Voilà, donc le taux de tassement, on a mis un paramètre de taux de tassement entre 0 et 30%. Et si vous choisissez 10%, ça va être un 10% d'impact et de défalcation de votre réserve utile par rapport à ce 10% de taux de tassement. 20%, c'est 20%. Votre réserve utile de base sera amputée de 20% et 30%, bien sûr, ça sera amputé de 30%. Ça, on a mis ce taux-là parce qu'il nous semblait important au niveau de la culture de prendre en compte les facteurs de fin de culture précédente. Par exemple, des bennes de betteraves sucrières avec un transport des betteraves sucrières et des bennes chargées dans le champ. Il est évident que vous partirez pas avec votre réserve utile maximale et que vous partirez pas avec un sol qui n'a pas été impacté par la charge mécanique. Et là, ce taux de tassement, il va être à estimer par vous-même parce que vous êtes les agriculteurs et vous êtes les plus à même de savoir et de connaître les conditions dans lesquelles vous avez fini la culture précédente, commencé la préparation pour la culture suivante, c'est-à-dire un labour dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, et aussi commencer la culture suivante par rapport à vos conditions de semis,
par exemple, des semis qui sont un peu forcés en ce moment sur des cultures de printemps, ben, on est certain qu'on ne partira pas avec un 0% de taux de tassement, mais plutôt entre 0 et 10% de taux de tassement. Voilà. On estime sur ce paramètre-là que c'est vraiment vous, agriculteurs, sur votre parcelle et pour la culture considérée, qui savez le mieux ce qui s'est passé et ce qui va être impactant par rapport à la réserve utile. Voilà. D'où la notion de taux de tassement. Après, eh bien, la famille de cultures, bien sûr, la culture détaillée. Alors, vous aurez, par exemple, sur le blé, vous allez avoir blé tendre d'hiver, vous allez avoir blé dur d'hiver, vous allez avoir blé de printemps, et c'est là qu'il faudra choisir votre typologie de culture ou de variété. Pour les maïs, par exemple, ça va être des groupes de précocité de maïs, G0, G1, G2, G3, G4, qui vont vous permettre d'avoir la culture la plus adaptée par rapport à ce que vous avez en blavé. Voilà. Le nombre de positions d'arrosage, eh bien là, c'est pour pas que votre culture souffre. Donc clairement, si sur un champ de pommes de terre, vous mettez 4 jours pour l'arroser avec un canon monté sur enrouleur, il est très clair que là, cette indication de position d'arrosage au nombre de 4 va vous permettre et va vous indiquer le bon déclenchement à faire pour que jamais votre parcelle de pommes de terre ne passe dans la réserve de survie. S'il n'y avait pas ce seuil de déclenchement qui va être au-dessus, bien sûr, de la réserve de survie, à ce moment-là, par exemple, la 4e position avec un canon sur enrouleur sur votre parcelle pourrait être lourdement impactée. Et on sait que 4 jours de retard sur une position, sur une pomme de terre, eh bien, c'est un nombre de tubercules amputés et c'est un rendement amputé qui avec une variation de moins 10 à moins 20%. Donc, il est important de renseigner ce nombre de positions-là par rapport eh bien, au nombre d'enrouleurs que vous aurez sur votre parcelle et puis au temps, surtout au nombre de jours que vous allez mettre pour arroser une parcelle en entier. Voilà. Donc, sur les cultures d'hiver, la date de début, c'est quoi? Sur les cultures d'hiver, c'est 1er 02 2024. Donc, tout ce qui est en blavé avant le 31 décembre va commencer par définition au 1er 02 2024 dans le début du cycle végétatif. Et donc, la reprise en végétation sera pour toutes ces cultures-là au 1er 02 2024. Voilà. Donc, vous verrez apparaître, par exemple, sur le blé, le stade Talache et pas le stade semis. Par contre, sur le blé de printemps, eh bien là, vous pourrez enregistrer une date au 31 janvier, au 15 janvier et avoir donc votre semis du blé de printemps au 15 janvier. Voilà. D'ailleurs, si tu peux passer. Oui. Tac. Donc, ça, c'est le détail du graphique du bilan hydrique que vous allez avoir. Donc, là. Tu veux que j'explique ou... Oui, oui. Donc, juste un aperçu général. Ce que nous avons essayé de mettre ici, c'est vraiment tous les éléments pour qu'on puisse les détailler, mais on va en revenir dessus. Mais je laisse M. Bourdin décrire tous les éléments. Oui. Voilà. Donc là, vous partez sur une réserve qui est donc à la capacité au champ qui va être proche de 120 mm. On va être autour de 115 mm de réserve utile. Cette variation se fait ensuite de façon journalière à partir de la reprise végétative du blé d'hiver. Donc qui est là au 1er 02 2023. Et puis, vous aurez un bilan hydrique journalier qui va faire que cette courbe verte, là, qu'on voit, évolution de la réserve en eau dans le sol au fil du temps, va varier et va descendre
ou va remonter en fonction des réapprovisionnements, alors soit des pluies, les bâtonnets bleus, hein, soit des irrigations, les bâtonnets verts. Voilà. En dessous des bâtonnets bleus, vous avez parfois des bâtonnets rouges. La rose sur le graphique, mais ces bâtonnets donc rouges, c'est quoi? C'est du drainage, ça veut dire que votre culture et le sol est à la capacité au champ, c'est-à-dire que sa capacité de rétention d'eau est portée au maximal, et ça veut dire que toute eau supplémentaire, en fait, passe sous l'enracinement du blé. Voilà. Donc, il va percoler sous l'enracinement du blé, et c'est cette portion d'eau qui ne sera plus jamais disponible pour la culture. Donc, en gros, ça va progressivement descendre dans la nappe. Voilà. Ou ruisseler. Ou ruisseler s'il y a une pente sur la parcelle. Mais vous ne le retrouverez pas ensuite sur le cycle de votre culture. Vous avez donc la réserve de survie, donc qui est importante pour savoir quand est-ce que votre culture souffre à partir du moment où on va passer dans la réserve de survie, donc qui est symbolisée là en orange, hein, c'est la courbe orange sur le graphite, limite inférieure de la RFU, donc en dessous, on est bien dans la réserve de survie. Eh bien, à ce moment-là, il y aura un impact sur la culture. Et cet impact, il va être progressif. Il va être progressif en fonction des stades de sensibilité au stress hydrique de votre culture. Alors, vous les voyez là, blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact, très peu. Hein. Et puis, progressivement, cette sensibilité va bouger. Alors, vous l'avez en vert pâle, et puis après, une période qui va correspondre à l'épiaison, qui va être en rouge sur le fond de votre graphique, là, qu'on voit. Et sur cette période-là, eh bien, tout impact, même léger, tout passage au-delà de la réserve facilement utilisable dans la réserve de survie, donc sous la courbe orange, sera impactant pour votre rendement. Voilà, donc à chaque fois sur un blé, ben, c'est des quintaux en moins. Hein. Ça, c'est très clair. Et puis après, bien, on va retrouver après les piaisons bien, des conditions de sensibilité au stress hydrique qui seront moins importantes. Hein, à partir du stade épiaison plus 20 jours, on va avoir donc une diminution à la fois des prélèvements en eau de la culture, et à la fois un moindre impact sur le nombre de quintaux et aussi le remplissage des grains. Voilà. Le seuil de déclenchement, bien, vous le voyez là, c'est-à-dire que là, on a pris un jour de consommation en eau. C'est une parcelle où un agriculteur est capable d'arroser toute la parcelle en un jour. Et donc, le bon déclenchement va être quand la courbe verte va rejoindre cette courbe violette. Voilà. Donc là, on le voit sur les deux irrigations qui ont été placées, mais c'est une parcelle tout à fait théorique. On l'a placée un peu trop tôt, nos irrigations. Oui, tout à fait. Ça, c'est juste un graphe de démo sur lequel on a mis tous les éléments pour qu'ils soient suffisamment visibles, aérés, pour qu'on puisse. Mais un exemple concret, on va le faire tout à l'heure. Voilà. Donc après, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que dans votre graphe, par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous avez une partie qui est historique, donc l'évolution de la courbe au fil du temps jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui est là, et une prévision de 14 jours il y a 14 jours de prévision. Et donc, vous pouvez voir la projection de votre courbe dans les prochains 14 jours en tenant compte de tous les paramètres, y compris la pluviométrie et les besoins, etc. Et donc ça vous permet de voir à quel moment il faut prévoir peut-être la prochaine irrigation et comment votre sol ou à quoi s'attendre en termes de pluviométrie, etc. Donc tout ça, on va le voir dans la démo. Je vais juste passer rapidement là-dessus pour vous montrer les fonctionnalités. Et après, on verra ça plus en détail dans la démo.
Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des irrigations uniques ou multiples. Donc, c'est-à-dire que je peux saisir une irrigation directement à partir du graphe. Il y a un bouton, on va le voir après. Quand je clique dessus, il y a une boîte de dialogue qui vous dit combien est-ce que vous voulez ajouter en termes d'irrigation. Et dès que c'est enregistré, automatiquement, ça redéclenche le calcul. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des irrigations multiples. Par exemple, vous pouvez dire qu'entre telle période et telle période, même dans le futur, je vais mettre, ou j'ai mis tant de millimètres, et ça, je vais le faire chaque 15 jours ou chaque 8 jours ou quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'il va faire, il va générer pour vous les différentes irrigations uniques et pour faciliter la saisie, on va dire. Voilà. Et il va les générer à l'avance. Voilà. Il va les générer à l'avance et vous verrez, en consultant vos graphiques, vous verrez si au bout d'un moment vous arrosez de trop ou pas assez. Et là, évidemment, il faudra changer cette irrigation si vous arrosez pas assez, ou si vous arrosez trop, il faudra peut-être en sauter une. Voilà. Donc après, donc sur chaque détail de cycle de production, donc quand on crée un cycle de production, on va trouver le détail du cycle de production. Parmi les informations que vous allez trouver, c'est l'évolution de la culture au fil du temps, dans laquelle il y a les différents stades phénologiques avec une estimation de date de quand est-ce qu'on va atteindre ou on a atteint ce stade-là et quand est-ce que ce stade-là il s'est terminé. Ici, ce qui est très important, c'est que vous avez la main d'ajuster la date de début du stade phénologique manuellement, en fonction de ce que vous observez sur terrain. Et ça, c'est très important parce que ça permet de recalibrer les différents stades phénologiques en fonction de ce changement-là. Donc, ça concernera ou ça impactera le stade phénologique que vous avez changé et les restes des stades phénologiques. Et ça permettra également de redéclencher automatiquement le calcul pour avoir une mise à jour parce que tout est relatif en fait. Plus c'est calibré et mieux c'est calibré, mieux le résultat et la préconisation, elle sera. Donc c'est une étape qu'il ne faut pas négliger, à mon avis, et il faut vraiment faire cette saisie-là dès que vous observez qu'il y a un petit décalage, par exemple, entre l'évolution que nous, on a calculé, estimé, et de ce qui se passe réellement sur terrain. Thierry, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, bien Ok. insisté, hein, tu as bien insisté sur la nécessité de le faire. Alors, les stades sont calés, ils sont calés sur des périodes de référence, mais pour certaines cultures, on a une culture de référence et on l'a pas, par exemple, sur une durée de stade végétatif dans le Pas-de-Calais ou à Marseille. Et il est évident que cette durée du stade végétatif va changer si on est à Orléans, si on est à Lille ou si on est à Marseille. Et donc, il est important sur votre parcelle de la vérifier, de la recaler si besoin, parce que c'est un gage de précision et de pertinence de l'OAD. Et l'OAD, là, il recalculera selon ce que vous lui apporterez. Hein. Donc, lui, c'est un robot qui vous aide. Hein. Voilà. Voilà. Après, donc, pour la pluviométrie, il est important de savoir que vous avez la possibilité de changer et d'ajuster la pluviométrie également manuellement. Et donc, vous pouvez le faire pour une parcelle et déployer les changements que vous avez effectués sur plusieurs parcelles que vous aurez choisies. Comme ça, vous faites le travail une seule fois, si nécessaire. L'année dernière, on a eu quelques feedbacks de clients qui ont plusieurs parcelles et que c'était très laborieux à changer. Et donc, on a fait une intégration avec Syncrop et Winat
et il y en a d'autres avec qui on est en train de discuter. Donc, dès que ça deviendra disponible, on les mettra. Et ça permettra à la plateforme d'aller récupérer automatiquement chaque jour les relevés de pluviométrie enregistrés sur la station que vous avez choisie. On va voir ça après, mais vous avez la possibilité d'attribuer une station à plusieurs parcelles. Et donc, automatiquement, on va récupérer la donnée mesurée par la station et on va l'injecter dans les différentes parcelles que vous avez choisies. Et le calcul ou le recalcul journalier du cycle de production et prendra en considération les ajustements qui sont faits que vous pouvez vérifier dans la liste des pluviométries. Donc là, dans cette liste-là, par exemple, donc vous choisissez la date du début et fin, vous choisissez la parcelle. Il faut que, une chose importante ici à noter, c'est qu'il faut que sur cette parcelle-là, il y ait un cycle de production. S'il n'y a pas de cycle de production, nous, on ne va pas aller chercher cette donnée-là qui ne va pas peut-être servir. Donc, ça, principalement, on va chercher concernant les parcelles sur lesquelles il y a un cycle de production. Et donc, quand vous faites donc, la sélection de la date du A et la parcelle, et vous appuyez sur Trouver, vous allez avoir la liste des ajustements, enfin, la liste de la pluviométrie qui est là, que nous, on a récupéré dans la station virtuelle la plus proche ou physique la plus proche. Et là, on va en parler. Mais aussi, vous allez trouver la pluviométrie corrigée et toutes les lignes qui sont corrigées, elles seront en vert. Donc, dans ce cas-là, toutes les lignes sont corrigées parce qu'on est en train de récupérer chaque jour la donnée de pluviométrie à partir de la station Syncrop Winat. Une chose à mentionner ici, c'est que aujourd'hui, la récupération des données depuis une station Winat, il n'y a pas de frais. Parce qu'on a une interopérabilité qui est gratuite dans les deux sens. Avec Syncrop, il y a des frais qui sont justifiés par un service que offre Syncrop dont l'ajustement ou la correction de la donnée si elle n'arrive pas ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ajusté et c'est pour ça que ce service-là, il est facturé. Et donc, nous, de notre côté, on facture donc 6 € par station, par saison. Donc, vous pouvez mettre une station, que vous l'affectez à tant de parcelles, ça restera une station. Si vous avez 2 ou 3 stations, il faudra acheter 3 stations, sachant que donc, nous, on n'a que les frais financiers là-dedans. Hein. Donc, on ne facture pas le service comme facturé, enfin, comme de notre côté, quoi. On facture principalement les frais financiers relatifs à la transaction. Voilà, ça aussi, je vais vous montrer rapidement. Et après, donc, on a ce que vous avez avec chaque cycle de production. Vous avez le détail des données qui sont téléchargeables, comme vous pouvez les voir. Donc, la pluviométrie, l'irrigation, le drainage, l'évapotranspiration réelle, la réserve utile, la réserve facilement utilisable et la réserve de survie. Ce qu'il faut noter aussi ici, c'est que ce qu'on vous affiche au niveau du graphique, c'est une version simplifiée. Donc, au niveau de ce graphique-là, par exemple, cette courbe d'évolution de l'état de la réserve au fil du temps, c'est le cumul de tout ce qu'il y a comme réserve au niveau du sol. Mais le détail de combien est-ce qu'on a en termes de RFU, réserve facilement utilisable, et de réserve de survie, ça existe en arrière-plan et vous pouvez le trouver dans le détail des données. Vous avez également un récapitulatif total et cumul des précipitations par mois. Donc là, on a rajouté les irrigations également. Donc, dans ce graphe-là, vous allez avoir par mois la pluviométrie et les irrigations faites. Et vous avez également les détails de cette donnée-là dans un tableau que vous pouvez avoir ou trouver juste en dessous du graphe. Voilà.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette année, par rapport à l'année dernière, ce qui est intégré sur vos parcelles par rapport au géoréférencement de vos parcelles, c'est les 550 000 points à l'échelle France achetés par les chambres d'agriculture France, par le marché public Chambre d'agriculture France, et qui sont insérés gratuitement dans votre logiciel. 550 000 points, ça fait en moyenne 5 700 points par département météo. Donc à la fois sur la prévision à 15 jours et à la fois sur les données passées d'ETP, de pluviométrie, et c'est à la maille du kilomètre. Donc aujourd'hui, quand vous saisissez une parcelle dans NetIri, vous avez l'ETP et la pluviométrie sur une maille du kilomètre carré qui arrive, ainsi que les prévisions au kilomètre carré qui arrivent sur 15 jours sur votre point. Voilà. Oui. Et donc avant, on fonctionnait par la notion de la station la plus proche et on affichait, bon, aller à quelle distance, etc. Aujourd'hui, on a enlevé cette information parce que cette information aujourd'hui, elle n'est plus utile parce que de facto, la donnée elle va être récupérée automatiquement à la station au kilomètre près. Donc vraiment, là, une station toute proche, donc il n'y a plus de notion de station météo la plus proche et de pouvoir changer, etc. Voilà. Donc après, on a également déployé l'application mobile sur le Google Play. Donc aujourd'hui, elle est disponible sur Android. Et on va faire quelques ajustements et déployer une nouvelle version d'ici fin avril. En fait, d'ici fin avril, il y a pas mal de fonctionnalités majeures qui vont être déployées dans une amélioration majeure, on va dire, une version majeure. Ça va être accompagné par une mise à jour de l'application mobile sur Android. Et normalement, en mai, elle sera disponible également sur iOS. Donc, voilà, on va juste clôturer les améliorations qu'on voudrait faire sur la partie mobile en avril et on va commencer à déployer les mises à jour parallèlement entre Android et iOS. Mais sur la version Android qui existe, donc vous avez la liste de toutes vos parcelles avec quelles cultures sont en cours sur cette parcelle-là, une visualisation de la carte de la parcelle qui n'est pas affichée par défaut, mais pour pouvoir la voir, il faut cliquer sur la petite carte qui est ici. Après, donc, vous avez donc, les détails des cultures et vous avez également les infos relatives à cette parcelle-là. Donc, quel type de sol, etc. Donc, les informations relatives à cette parcelle, ils sont affichées à ce niveau-là. Après, vous avez un menu cycle. Donc, dans le menu cycle, il y a la liste des cycles de production que vous avez. Et sur chaque cycle de production, vous avez une petite icône qui vous dit est-ce qu'il y a besoin d'irriguer ou pas. Comme ici, bon, pas besoin d'irrigation. Et s'il y a un besoin d'irriguer, on a cette petite icône qui est là. Et il y a une suggestion d'un taux à irriguer ou quelque chose, on va dire une quantité de millimètres à irriguer. Et ça aussi, il y a des ajustements qu'on est en train de finaliser qui vont être également déployés d'ici fin avril. Vous aurez la possibilité d'indiquer la capacité technique. Par exemple, si j'ai un enrouleur, je ne vais pas irriguer au-dessous de 10 ou 15 mm par exemple, et je ne peux pas irriguer au-dessus de 30 mm ou 25 mm. Et donc, dans la suggestion d'irrigation, il n'y aura pas des suggestions à 2, ou à 3 ou 4 mm. On va suggérer la quantité minimale et on va prendre ça en considération dans les calculs des préconisations. Et donc, vous allez pouvoir le modifier et l'ajuster au niveau de votre cycle de production. Donc, dès que cette fonctionnalité elle sera déployée,
pouvez revenir sur vos cycles de production et ajuster en fonction du cycle de production la capacité d'irrigation que vous avez au niveau de ce cycle-là. Sachant que pour tout ce qui est irrigation goutte à goutte, ça également, ça va être pris en charge. Donc, dans ce cas-là, donc on peut être sur des faibles quantités d'irrigation, mais on va également vous donner la possibilité de configurer le nombre de goutteurs et le nombre de goutteurs et le débit par goutteur, etc., pour convertir le nombre de millimètres en nombre d'heures et minutes. Comme ça, vous savez, avec la configuration que vous avez en termes de canalisation, en termes de goutteur, ça ne sera pas en millimètres, mais ça sera en durée. Voilà. Et donc, bien sûr, hein, sur le cycle de production, vous avez le graphique. Bon, il n'est pas très visible comme sur un écran de PC, mais ça vous permet également d'avoir une visibilité sur l'évolution de l'état de la réserve au fil du temps, avec les projections, et également, au niveau de l'application mobile, vous avez la possibilité d'ajouter vos irrigations directement sur terrain. Donc, que ce soit à partir du cycle de production où il y a la goutte avec le plus, ou alors il y a également un menu irrigation. Donc, vous entrez dans le menu, vous ajoutez une nouvelle irrigation, la parcelle, la quantité, la date, et vous soumettez, et ça déclenche automatiquement un recalcul également. Voilà, ça en fait quelques slides. Alors, juste un dernier slide avant de passer à la démo. Aujourd'hui, en termes d'assistance client, information et information à votre disposition. Donc, vous avez les vidéos et on va mettre de nouvelles vidéos qui sont moins rapides, qui vous permettent, qui vont. Déjà, on va couper quelques vidéos de ce webinaire, mais on va encore faire des vidéos qui sont plus lentes, plus détaillées. Et on a également des guides qu'on va rajouter dans une section dédiée, qui sont des guides étape par étape avec des captures d'écran. Là, ce n'est pas une vidéo, mais plutôt un guide avec les informations écrites sur voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre ici, qu'est-ce qu'il faut mettre là. Et on peut, avec vos feedbacks, les améliorer à fur et à mesure. Donc, il y aura un guide, comment créer une parcelle, comment créer un cycle de production, comment ajouter une station Syncrop, comment ajouter une station Winat, etc. Donc, tout ça, il est détaillé dans des guides. Aujourd'hui, ils sont disponibles. Vous pouvez nous les demander, on vous les envoie, mais ils seront également uploadés sur la plateforme de façon à ce que vous pouvez y accéder à tout moment. Vous avez un formulaire de prise de contact avec une réponse dans les 24 heures. On fait de notre mieux pour que ça soit la plus rapide possible. Ça peut être dans les quelques minutes qui suivent, hein, mais on se donne généralement un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers ce formulaire-là. On traite toutes les demandes d'assistance. Et on a rajouté un onglet nouveauté parce qu'on trouvait que vous n'êtes pas toujours informé par les nouvelles mises à jour et les nouvelles fonctionnalités, et on ne veut pas vous surcharger de mailing. Donc, on essaie vraiment de minimiser au maximum le nombre de mails qu'on vous envoie. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté cet onglet nouveautés dans lequel vous allez trouver les nouveautés principales. Ou alors, par exemple, s'il y a des correctifs qui ont été appliqués parce qu'il y a eu des ajustements qu'on a fait et il fallait appliquer un correctif, ça aussi, vous allez le trouver. Donc voilà. Et bien sûr, il y a un numéro que vous pouvez appeler à tout moment si vous avez besoin d'aide. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des détails de Netiric par Cebex et des nouveautés. Maintenant, on va passer sur une démo. Et n'hésitez pas de poser vos questions. Donc, si vous voulez, en attendant que je partage un nouvel écran pour passer à la démo, je vous invite à poser des questions si vous avez des questions. Ou alors, on était très bon dans le détail. Mais
N'hésitez pas en tout cas. Ah, on a un... non. Il y a Arnaud Roulier qui a levé la main. Ok. Oui. Est-ce que... Oui, c'est Monsieur Roulier. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous... Je vois pas, est-ce que vous pouvez parler ou pas? Est-ce que vous avez le son ou pas? Pas sûr. Vous pouvez écrire votre question éventuellement, parce que là, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas le son. Le son est coupé pour tous les participants, Taher. Donc, il faut peut-être l'activer. Ok. J'ai pas. Je pense que j'ai pas la main pour faire ça. Ouais. J'arrive pas en fait à enlever. Bon, c'est vrai qu'on a passé sur cet outil-là parce que c'est supposé être plus simple, mais apparemment il y a quelques fonctionnalités qui sont pas forcément bien faites. Ok, bon, malheureusement, j'ai pas la main, je trouve pas comment est-ce que je peux mais vous pouvez poser votre question en fait. Là, il va pouvoir participer. Là, je vais pouvoir parler là. Très bien. Donc voilà, oui, parce qu'on ne pouvait pas tchatcher non plus, envoyer des messages. Ah oui, ok. Ouais. Donc oui, c'était vis-à-vis de l'irrigation. Quand on a une parcelle avec plusieurs passages, il faut donc attendre que tous les passages soient faits pour mettre l'irrigation sur la parcelle. C'est-à-dire il y a 4 passages d'enrouleur. Oui. Donc, l'irrigation est finie quand les 4 passages sont faits. Oui. Donc, on considère que l'irrigation est faite quand les 4 passages sont faits. Vous la positionnez sur le premier jour où vous commencez votre parcelle. D'accord. Donc, parce que vous avez un seuil de déclenchement, par exemple, si vous avez mis 4, vous allez avoir un seuil de déclenchement à 4 jours. Donc, ça va faire les 4 prochaines positions, en fait, avant que votre réserve utile arrive en réserve de survie. Donc, vous la positionnez sur le premier jour. D'accord. D'accord? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les autres, est-ce que... Attends, je vais les définir comme contributeurs. Comme ça, ils pourront... Monsieur Médégodo. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. J'aimerais demander, lorsque sur une parcelle, j'ai une association de culture, comment je gère dans ce cas, comment je forme mon cycle de production? Est-ce que je tiens compte de la culture prioritaire ou comment je fais? Vous avez une association de culture, c'est-à-dire un mélange de cultures dans la parcelle, ou c'est une parcelle qui est divisée en plusieurs zones? Non, j'ai une mélange de culture sur la même parcelle. D'accord. Alors là, sur un mélange de cultures, pour l'instant, on n'a pas de culture associée en bilan hydrique déclaré dans Netirrig. Donc, si vous avez plusieurs cultures, un pois et une céréale, pour l'instant, je n'ai pas culture associée pois avec une céréale. Par contre, si c'est plusieurs variétés de blé associées, vous allez prendre là, vous allez pouvoir réaliser votre bilan hydrique sur un blé. Sachant que vous avez également la possibilité de créer plusieurs cycles de production sur une même parcelle. Et les irrigations faites sur cette parcelle, elle affectera et les cycles de production, elle affectera tous les cycles de production en fait. Mais c'est à
c'est à prendre de façon vraiment. Il faut être très vigilant par rapport à la configuration, hein. Non, ouais. Mais on n'a pas, pour l'instant, il faut bien le dire, on n'a pas de culture associée, hein, par manque d'expérimentation. Sur ces cultures associées, on ne connaît pas les coefficients culturaux de culture en mélange. C'est quelque chose qui va être travaillé dans les prochaines années par des expérimentations au terrain réel où eh bien, on va aller toutes les semaines mesurer l'eau qui reste dans le sol sur ces cultures associées. Pour l'instant, il faut être très très prudent par rapport à ça, hein. Donc, si c'est des variétés de blé, ça va. Si c'est un pois avec une céréale, moi je le ferai pas. Voilà, je donne pas et je donne pas la garantie de pertinence d'un bilan hydrique poids constitué sur une parcelle associée comme ça, hein. Oui. Monsieur Dubox, est-ce que vous pouvez let participate? Donc votre micro il est coupé. Vous pouvez l'activer. François? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Ouais. oui. Ok, bonjour à tous. J'avais deux questions. La première, c'est pour les cas des agriculteurs qui avaient déjà NetIrig l'an passé. On repart sur un nouveau cycle de production. Est-ce qu'il y a un archivage du bilan hydrique 2023? Oui. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça concerne le goutte à goutte avec donc des doses quotidiennes. Est-ce qu'il faut passer par du coup l'irrigation multiple et ça génère une pluviométrie journalière ou bijournalière? Comment ça fonctionne? Oui. Donc alors les bilans hydriques faits réalisés l'année dernière sont disponibles et ils sont archivés. Donc simplement votre parcelle elle doit être terminée et vous aurez cette parcelle qui va s'afficher en grisé, ce cycle de production qui va s'afficher en grisé sur votre compte, et quand vous allez donc cliquer sur la petite le petit signe supérieur sur la gauche de votre liste de zones là, juste à gauche de parcelle 2 par exemple, eh bien vous allez pouvoir le revisualiser et vous allez pouvoir aussi l'imprimer et vous allez pouvoir le montrer en cas de nécessité vis-à-vis d'HVE, de garantie de labellisation. Voilà, hein. Donc vous allez conserver en effet ces informations et pouvoir les réimprimer. Et bien sûr, sur cette parcelle-là, vous allez pouvoir donc reconstruire une autre culture, un nouveau cycle de culture pour 2024. Votre parcelle, au niveau de la parcelle d'exploitation, votre parcelle et vos typologies de sol sont conservées absolument. Voilà. Donc il y aura juste à reconstruire en fait et à déclarer une nouvelle culture sur cette parcelle-là. Est-ce que j'ai répondu à cette question? La deuxième, c'était, donc goutte à goutte. Oui, goutte à goutte, c'est possible et on peut enregistrer des irrigations multiples avec 3, 4, 5 mm tous les jours si on veut. Et donc, dans la gestion de l'enregistrement de la première irrigation, vous pourrez indiquer donc le nombre de millimètres que vous voulez mettre, lui indiquer une date de début pour les premiers millimètres à mettre, une date de fin pour les derniers millimètres à mettre, et vous cocherez la case irrigation multiple avec un pas de 1 jour. Et ça vous mettra, par exemple, 3 millimètres tous les jours sur 1 mois, sur 2 mois, si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que je réponds à la question, Oui, François? très bien, merci Thierry. Très bien. Donc, je propose qu'on passe à une démo parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et on aura On reviendra peut-être aux questions après.
Oui, on reviendra aux questions après. Donc là, ça c'est l'interface que vous avez. Donc pour créer une nouvelle parcelle, donc je peux cliquer ici sur ajouter une nouvelle zone ou importer un fichier. Donc là, je peux importer un KML, GeoJSON, JSON et il y aura du shape également. Donc vous le déposez et ça va créer automatiquement la parcelle. Après, il y a également, et je vais aller directement ici, vous avez la possibilité d'importer vos parcelles qui sont sur Climate Field View. Donc sur Climate Field View, vous pouvez activer ici Climate Field View. Il faut donc mettre vos paramètres de connexion. Dès que c'est connecté et que vous autorisez la connexion, ça va automatiquement connecter votre compte à le compte chez Climate Field View. Donc ça, c'est la liste des parcelles qui sont sur mon compte chez Climate Field View. Pour que je puisse importer une parcelle, il faut juste cliquer sur « Ajouter une nouvelle zone » ici, et il importe automatiquement la carte. Tout ce qui restera à faire, c'est estimer le type de sol. Et donc, on va peut-être utiliser cet exemple directement. Là, vous avez les différents types de sols. Donc, ça, c'est la parcelle qui a été tracée. Il a automatiquement mis le titre que vous pouvez ajuster, bien sûr. Et les deux parcelles vont être connectées l'une à l'autre. Celle qui est sur Netiric par Cibex et celle qui est sur Climate Field View. Donc, je vais peut-être revenir sur une parcelle qu'on va créer ensemble rapidement, juste pour voir. Donc, on peut faire un plus ici. On peut mettre une adresse. Peut-être je vais mettre... bon, on va voir quelque chose près de Orléans. Mais ça peut être partout en France. Hein, donc, allez, on va prendre... une petite parcelle ici, voilà, ajouter. Donc, je clique sur les bordures de la parcelle et je reclique sur le premier point pour finaliser le traçage. Je vais l'appeler parcelle webinaire, par exemple, avec une description éventuellement. Ça m'affiche automatiquement la superficie et j'ai les différents usages ou les différents types de sélection qu'on peut avoir pour la structure du sol. Donc, je peux prendre par exemple un type de sol netirique. Donc, la famille, c'est, on prend un limoneux argileux par exemple, un limon argileux, et là, on a différentes configurations que vous pouvez utiliser. Limon argileux profond, sain profond, caillouteux, etc. Par exemple, je peux prendre un sain profond et je peux ajuster le taux de cailloux en pourcentage sur ce sol-là. Par exemple, sur ce sol-là, j'ai 7% de taux de cailloux. Donc, qui dit 7% de taux de cailloux, c'est 7% de moins dans la réserve utile. Après, je peux mettre la profondeur maximale de sol exploitable. Donc, si j'ai une dalle calcaire, par exemple, à 70 cm ou quelque chose comme ça, ou à 80 cm, il faut que je sélectionne 80 cm et automatiquement, ça va faire que cette profondeur-là va limiter le calcul à ce niveau-là, au niveau de la réserve utile. Thierry, est-ce que tu veux rajouter des choses ici? Non, c'est simple. Ok. Donc, et on est sur un sol. C'est-à-dire, là, quand vous créez votre parcelle d'exploitation, on n'est bien que sur le sol. Donc, c'est, par exemple, 80 cm sur ce type de sol-là, c'est parce que vous n'allez pas pouvoir creuser plus loin à l'intérieur. Vous allez buter sur une dalle calcaire ou un tuf calcaire blanc. Voilà. Au-delà de 80 cm. Donc, on est bien sur une caractérisation typologique par rapport à la texture du sol et par rapport à l'apparition d'une zone qui ne permettra pas aux racines de pénétrer. Très bien, voilà. Donc, je fais sauvegarder. Bon, je vais aller rapidement, parce qu'on a pris peut-être un peu de temps. Mais sachez que ce genre de webinaire, on va les refaire fréquemment. Donc,
Et n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Donc, on va créer un cycle de production pour vous montrer comment ça marche. Donc, j'appuie sur le bouton plus, je choisis la parcelle, par exemple, parcelle webinaire. Je mets le taux de tassement, donc comme ça a été décrit tout à l'heure par Thierry, par exemple, je peux mettre 10%. Et je choisis, par exemple, on va choisir un blé tendre d'hiver ou dur, tendre d'hiver, ok. Là, je mets le nombre de positions d'arrosage. Par exemple, je vais mettre 6 positions d'arrosage. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour paramétrer le cycle de production. Donc, je peux faire sauvegarder. Et donc, automatiquement, il va aller collecter toutes les données relatives à cette parcelle-là au jour le jour et faire le calcul qui va avec. Donc, ça prend généralement dans les 10 secondes. Tac. On va prendre. Et ça y est, il a terminé. Donc, ici, j'ai toutes les données donc, relatives à ce cycle de production. Donc, comment est-ce que j'ai affiché ça? J'ai appuyé sur la petite flèche qui est là. Donc, quand j'appuie sur cette flèche-là, donc j'ai le détail du cycle et l'évolution du cycle au fil du temps. Donc, on est au stade et puis 1 cm. Donc, si je vois, donc il a commencé le 14/3/2024. Si j'ai vu que sur terrain, ça n'a pas commencé le 14/3, mais avant ou après, donc je peux cliquer sur cette tranche-là qui est là. Et je peux changer la date, par exemple, au lieu que ce soit le 14/3, ça va être le 11/3, par exemple. Quand je fais OK, ça va automatiquement déclencher un recalcul de cette donnée-là. Après, donc, j'ai ici les besoins et les récapitulatifs des besoins au jour d'aujourd'hui et l'état de la réserve. Donc, en termes de réserve facilement utilisable, je suis à 52 mm, réserve de survie à 60 mm. Le besoin en eau des cultures pour aujourd'hui, il est de 1,1 mm, ce qui correspond principalement à l'évapotranspiration réelle du jour. Il n'y a pas de précipitation prévue pour aujourd'hui. Et donc, quand on va voir le graphe, on va voir que la réserve, elle est archi pleine. Et donc, il n'y a aucun besoin d'irriguer. Donc là, ça affiche bien, pas besoin d'irriguer. Et là, on est au jour de l'état au jour d'aujourd'hui, et on voit qu'il y a des prévisions de pluviométrie pour les prochains jours. Donc, il n'y a pas besoin d'irriguer pour les prochains jours. Ce que vous voyez, comme ça a été décrit par Thierry, donc ça, c'est le drainage. Ici, on a mis 6 jours pour le tour d'eau, et donc on voit que la courbe elle est assez clairement détachée de la courbe de réserve de survie. Voilà, de la réserve de survie. Après, donc vous avez le récapitulatif, donc total cumul des précipitations et des irrigations par mois à partir du mois d'octobre de l'année dernière, et bien sûr aussi tout ce que vous modifiez en termes de pluviométrie, il impactera le graphe qui est là et le tableau qui est là. Et en face, vous avez également le total des irrigations et le cumul des irrigations. Et donc, sur ce graphe-là, quand il y a des irrigations, on va les voir. Donc, par exemple, si je veux rajouter une irrigation, je peux juste ajouter une irrigation à partir d'ici. Tiens, fais irrigation multiple et mets 4-5 mm, tu vois, sur un pas de temps de 2 jours, par exemple. Hein, ok. Donc, 4 mm, allez. 4 mm, voilà, tous les combien de jours? Tous les 2 jours. Jusqu'à la fin du mois? Ouais, tous les combien de jours? 2 jours, par exemple. Ok. Donc, suivant. Hein, ça risque de ne pas être visible. On va, à titre d'exemple, mettre par exemple 10 mm, juste à titre d'exemple, hein, chaque 4 jours. Okay. Et on va faire suivant. Donc voilà, ça fera 2 irrigations. On va mettre chaque 2 jours. Voilà. Ça fera 4 irrigations jusqu'à la fin du mois. Et on a
on n'a qu'à faire sauvegarder. Et donc, automatiquement, il va reclencher le calcul. Je vais juste, on va recharger, mais normalement, ça se recharge automatiquement, mais là, je suis en mode présentation, et donc il y a quelques fonctionnalités qui ne marchent pas. Comme vous voyez ici, il y a les irrigations qui ont été rajoutées, et on voit bien qu'il y a du drainage parce que c'est des irrigations qui ne sont pas nécessaires. Et on va pouvoir également les retrouver ici. Donc l'irrigation, on a rajouté 40 mm d'irrigation et on les a retrouvés ici également. Voilà. Donc que ça soit en goutte à goutte ou que ce soit en aspersion avec des doses entre 10 et 40 mm, eh bien, vous pouvez faire ça et programmer jusqu'à même la fin de la saison, hein, jusqu'en juillet si vous voulez. Elles n'apparaîtront pas, bien sûr, parce que là, le graphique va s'arrêter le 7.04 par rapport aux prévisions météo, mais vous les retrouverez bien au 10.04, vous allez avoir de nouveau les irrigations que vous aurez programmées tout au long de la saison, quoi. Avec, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? À partir du moment où vous voyez un bâtonnet orange, c'est trop, hein. C'est l'eau qui est malheureusement perdu pour vous, hein, et qui représente un coût pour vous parce que soit ça impacte votre quota général à l'exploitation, soit c'est de toute façon un coût d'électricité qui est non négligeable aujourd'hui, et pareil avec une taxe de redevance de l'eau qui est non négligeable aujourd'hui, hein. Voilà. Je vois que l'heure tourne, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. On va survoler rapidement la gestion de pluviométrie. Là, par exemple, je peux prendre du 15.3 au 25.3. J'ai par exemple la parcelle webinaire. Je vais faire trouver et j'ai la liste de ma pluviométrie. Je peux changer par exemple la pluviométrie du 6, je vais mettre au lieu que ça soit par exemple la pluviométrie du 18, au lieu que ça soit 6 mm, je vais mettre 0. Après, je peux venir ici, au lieu que ça soit 0, je vais mettre 12 par exemple. Et à ce stade-là, la correction elle n'est pas enregistrée. Pour l'enregistrer, il faut cliquer sur sauvegarder les changements, ou alors j'ai la possibilité de dupliquer, de déployer ces changements-là sur plusieurs parcelles. Par exemple, parcelle 1, parcelle 2. Et donc là, ce qu'il va faire, il va prendre ces corrections et il va les injecter dans les parcelles qui ont été sélectionnées ici. Comme ça, vous n'avez pas, s'ils sont sur le même endroit quelque part, ça va être exactement la même chose pour eux, et donc vous n'avez pas à les ressaisir derrière. Et quand je fais sauvegarder les changements, il déclenchera automatiquement le recalcul des différents cycles de production. Rapidement, un dernier détail. Par exemple, pour Syncrop et Winat, je vais prendre un exemple de Winat ici. Pour activer la récupération automatique des données d'une station Winat qui est installée, donc il faut appuyer sur Activer. Et ici, donc, je mets mon compte chez Winat. Alors là-dessus, je ne me rappelle plus c'était lequel, mais alors, je ne suis pas sûr que c'est ça. En tout cas, donc il faut mettre son compte. Malheureusement, j'avais prévu de récupérer les données, les comptes, mais je ne l'ai pas ici. En tout cas, vous mettez votre compte et vous allez automatiquement avoir la liste des stations météo qui sont disponibles sur ce compte-là et nous donner et attribuer cette station-là à vos parcelles. Je vais voir donc rapidement si je peux vous retrouver rapidement ça. Donc mon compte c'est bon, je l'ai. Je vais vous montrer un exemple. Donc je mets tac et voilà. Donc je fais se connecter et ici je peux récupérer la liste du matériel que j'ai au niveau de Winat. Je choisis par exemple cette station météo. Je choisis la parcelle cible ou les parcelles cibles
comme je peux par exemple sélectionner les 3 et je fais sauvegarder. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc automatiquement, je peux voir ici donc, les différentes parcelles qui sont affectées par cette station-là et la récupération de la donnée, elle se fait chaque jour et corrigera automatiquement la pluviométrie qui est enregistrée au niveau de vos parcelles sélectionnées. Voilà, donc rapidement, les nouveautés, elles sont là. Donc, vous pouvez voir ici les dernières nouveautés. Par exemple, quand il y a des guides, vous pouvez avoir les guides qui sont là. Les annonces, elles sont là aussi. Et le reste des fonctionnalités sont là. Bien sûr, il y a également mes achats et abonnements. Si vous voulez souscrire à d'autres services et les achats qui sont effectués. Voilà, donc toutes les données sont là et n'hésitez pas bien sûr à demander une assistance s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau? Oui. Donc vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour vos présentations qui complètent bien celles que j'ai pu suivre l'an dernier. J'avais juste une question sur le taux de tassement, mais du coup, peut-être que je vais vous faire répéter, excusez-moi. Moi, j'ai un peu de mal à définir avec les producteurs le taux de tassement qu'ils ont sur leur parcelle. Du coup, je me demandais par défaut, est-ce qu'on met 10% de taux de tassement ou est-ce que autant ne pas en mettre du tout ou... Voilà, je me demandais l'impact que ça avait sur la réserve utile dans le modèle. Voilà, si vous mettez 10%, ça va impacter votre réserve utile de 10% tout au long de la saison. Là, alors le Gard a subi des inondations, ok, mais de mémoire, le Gard à l'automne était plutôt très sec. Donc je pense que les préparations de terre se sont plutôt bien faites, au moins à l'automne. Et donc là, je dirais que moi, dans ma vision, mais très très loin d'Orléans, une préparation de terre pour une culture de blé, par exemple, sur le Gard, eh bien, c'est 0% de taux de tassement de tout l'automne, quoi. Hein. Par contre, je ne sais pas là, avec des 150 mm ou des 200 mm, comment vont être implantées les cultures de printemps. Et c'est là où, mais je dirais, c'est chaque producteur qui a la réponse là. Hein. Parce qu'une préparation, on sait qu'une préparation à la herse rotative sur un sol qui vient de prendre 30 ou 40 mm, eh bien forcément il y aura un tassement et là en effet il va être plutôt de la hauteur de 10%, quoi. Hein. Ok, merci Thierry. Bien compris. En fait, on va rajouter des exemples sur, par exemple ici, on va rajouter sous, par exemple, la 10%, un petit point d'interrogation où vous allez avoir quelques exemples quand est-ce que j'utilise les 10%. De même, par exemple, pour les 20%. Donc, ça donnera une première idée sur quand est-ce que enfin, ça aidera à estimer quelque part. Bon, si je peux donner une autre indication, nous, on était dès le 15 octobre, on était avec des capacités au champ complètement pleines, des récoltes de betteraves sucrières qui sont faites dans très, très mauvaise réalisation au nord de la France. Et donc avec des sols qui partent tassés, quoi. Hein. Donc là, c'est plutôt du 20% de tassement parce que c'est du matériel lourd hein, pour une récolteuse de betteraves sucrières voilà, avec des 80 tonnes, 100 tonnes hectares. Et puis dans la boue, vous imaginez bien que là, on part avec des sols qui sont complètement déstructurés, quoi. Hein, voilà. Oui, c'est surtout que ça dépend du nombre d'interventions avec les engins agricoles qui viennent aussi jouer un rôle sur le tassement des sols. Ouais, je comprends bien. Très bien. Thierry Daubigny qui... Oui. Thierry, si tu peux ouvrir ton micro, je pense normalement
Voilà, là c'est bon, ok. Mmh. Bonjour à tous. J'avais une remarque qui sème peut-être la confusion dans certains esprits de certains. C'est au niveau, vous parlez de tour d'eau, et donc avec un sous-entendu ou position d'irrigation, position d'irrigation, Position avec un d'irrigation. sous-entendu, Mmh. pardon? Position d'irrigation. Position, voilà. Avec un sous-entendu que vous faites, vous, c'est de considérer qu'une position d'irrigation dure 24 heures. Et du coup, ça nous perturbe un peu, nous, agriculteurs, parce qu'on a des fois des positions qui durent que 12 heures et on est donc capable de faire 2 positions dans la même journée. Et je pense, pour peut-être clarifier ce petit problème de compréhension au niveau de votre présentation, c'est de pas appeler ça, pardon, une position, mais un nombre, un De jours. nombre de jours de tour d'eau, Mmh. comme c'était fait aussi un peu sous Netirig. Je Mmh. vous soumets ma proposition. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, bien sûr. Non, mais vous avez Mais totalement raison, hein. Vous Ouais. avez totalement raison. Ça, cette question-là, elle revient souvent. On va changer Ouais. l'appellation. Et- Oui. Ouais. elle revient alors qu'elle ne devrait pas revenir, mais c'est parce que c'est pas clair, quoi. C'est Ouais, une position d'irrigation d'enrouleur, tout à elle fait. est très variable. Mm. Mmh. Mmh. On va mettre nombre de jours. Hein. Oui. Mmh. Nombre de jours, oui. Ok, Et ça marche. puis, ok. Mm. Et puis, vous Et avez. puis avant sur Netirig, alors je suis un vieux, on avait la réserve totale utilisable. Et aujourd'hui, c'est une courbe qu'on n'a plus. Ah oui, c'est la droite Voilà. du haut. C'est la droite du haut, la droite verte ou le haut du graphique? C'est, non, mais on va peut-être pouvoir rajouter ça à une droite au-dessus de la droite verte, hein, Mm. mais elle sera conjointe à la droite verte, tu vois, dès que tu as un drainage. Par exemple, là, tu as un drainage, le 2303, et donc, en fait, ce que tu avais en bleu sur l'ancien Netirig, eh ben, ça va être 115-51. Et ça va être une droite d'un bout à l'autre du cycle végétatif. On peut faire ça, on a l'info, hein, Thierry, hein, en effet. Ouais, donc en fait, la quantité d'eau du sol, c'est la réserve utile, en fait. Ah oui, là, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Vous avez vu 150. que vous utilisez deux mots différents pour appeler la même chose. En fait, non, ça, Vous la êtes quantité d'eau dans le sol, c'est la réserve. C'est pas la réserve utile. utile, c'est la RU. Ouais. Non, la rue, c'est par T'as- exemple ici 115-51. Oui, Thierry. Donc là, la RU, c'est 115-51, tu vas voir qu'elle ne bouge pas en dessous. Voilà. Ça, donc la Ah réserve non, utile, oui, elle c'est- bouge pas, d'accord. Donc ça, Elle c'est bouge la pas. capacité au champ maximale. voilà. Au-delà de cette capacité d'éponge maximale, il y a drainage. Donc, quand il y a toute pluie surnuméraire qui va revenir sur un sol qui est à 115-51 sur cette typologie de sol-là, eh bien, elle va s'accompagner par une barrette de drainage. Ce que tu avais dans l'ancien Netirig, c'était ça, tu vois, en bleu. D'accord. Hein. D'accord. Oui, Et oui. on va peut-être le D'accord. remettre en effet pour que ça soit, enfin, que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et après, sur le graphique, sur les détails, Taher, Oui. tu as en dessous la variation là de la RFU. La RFU et la réserve de survie. Donc, Ouais, oui, là, ça marchait bien, mais c'était cette ERU, ouais, Ouais. c'était juste pour vérifier que le sol que j'ai choisi avec les caractéristiques que j'ai validées, que la capacité que Netirig Sibex a calculé, je fais pas d'erreur et que j'ai bien saisi, je sais pas, le bon taux de cailloux, le bon taux de tassement et tout ça. Ça permet de dire bon bah c'est bon mon sol, je sais que j'ai 115, bon bah je sais que c'est lui, je sais que il n'y a pas d'erreur dans la rentrée des données, voilà, etc., etc. Ça permet de revérifier ça. Enfin voilà. Donc là, bon, ben, pour un blé, ben, je vous dis pas, elle est pleine, hein, vu toute l'eau qu'on a pris.
depuis l'automne. Et si on affiche la pluviométrie depuis octobre, c'est parce que ça aussi, c'est un plus qu'on ne faisait pas dans NetIrrig, c'est qu'on fait le bilan entre les pluies et l'évaporation du sol nu depuis octobre. Et donc, ta courbe verte, elle va démarrer à plein au 1er février, ou elle va démarrer à vide au 1er février, ou à moitié vide au 1er février. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai modélisé comme ça pour voir si ça marchait bien sur Perpignan, une parcelle de blé. Hein, eh bien, elle me part à 10 mm quoi, au 1er février. Hein, sur cette typologie-là, même de sol. Voilà. Hein. Ouais, d'accord. Très bien. On a... Et là, tous les sols Nord-France, que ça soit de Strasbourg à Caen, à Brest, en passant par Lille, vous êtes à plein, à 100%. Voilà. Est-ce que ça répond à la question, monsieur Parfait. Dobinet? Non, mais oui, parfait. Merci, merci. Très bien. Merci. Donc, on a la main levée de Nolwenn. Oui, bonjour, merci pour Bonjour. les éclairages. Moi, j'avais une question qui revient au tout début de votre présentation, liée à quand on personnalise nos parcelles, nos types de sols, etc. On est dans une région où on a des grandes zones, enfin beaucoup d'hétérogénéité dans les types de sols. Et du coup, je me demandais, est-ce que pour le calcul de la RU, on devrait essayer de faire une moyenne un peu, à mon avis, mal taillée? Est-ce qu'on aurait intérêt à découper nos parcelles? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, découper des parcelles avec les grandes zones de terre, mais du coup, ça ferait autant de cycles de culture et c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Je sais pas exactement quelle est la meilleure solution pour prendre en compte cette hétérogénéité-là. Ouais. Alors oui, moi quand je fais mes essais, la modulation en fonction de la pédologie des sols, et c'est que j'ai fait à Férolles avec un pivot d'1 kilomètre avec option VRI qui permet de mettre. On a découpé en effet la parcelle en plusieurs zones de sol et je les ai toutes enregistrées sur mon compte NetIrrig et je déclenche l'irrigation en fait à la zone la plus limitante. Sur la zone, c'est la zone la plus limitante au niveau réserve utile des sols qui va déclencher la bonne journée pour commencer l'irrigation. Mais du coup, ça déclenche pour l'ensemble des zones. Et donc, par exemple, si j'ai là, chez cet agriculteur-là, donc on avait 5 zones de sol, et donc c'est cette zone-là qui me permet, alors on était en modulation de dose, donc sur cette zone-là, j'avais un conseil d'irrigation à 30 mm, et puis sur la 5e zone où j'avais une argile lourde sur 1 mètre de profondeur, où j'avais 135 mm de réserve, eh bien, tout simplement, la dose d'irrigation amenée sur la zone de déclenchement, c'était 0. Voilà. Donc, quand on peut faire de la modulation, eh bien, simplement, on ne va pas tirer le canon monté sur enrouleur, on ne va pas le tirer jusqu'au bout. Hein, si la zone de sol la plus profonde, elle est située à l'autre bout de la parcelle, hein, ou on va l'arrêter plus tôt, quoi. Et on va le faire revenir très vite en arrosant un minimum pour qu'il puisse se réenrouler. C'est-à-dire, on va passer avec 6-7 mm si la zone profonde de sol, elle est en début de parcelle. D'accord? Voilà. Pour qu'il se réenroule jusqu'au bout, quoi. Hein, voilà. Ouais. Donc ça, c'est si on fait de la modulation. Maintenant, si on ne fait pas de modulation, bien, comment on va choisir sa zone de sol? Eh bien, on va prendre, là, c'est attention à la moyenne, parce que attention à la moyenne des sols, c'est souvent quand même assez impactant. On l'a eu chez des exploitants, hein, à Gien par exemple, où
Tout simplement, il faisait une moyenne de ces sols entre un sable profond et puis une argile lourde. Hein, voilà. Je ne vais pas donner le nom du producteur, mais où finalement il se retrouvait avec un maïs qui séchait sur le sable et qui faisait 0 rendement, et un maïs qui était noyé en argile lourde et où il faisait un rendement à 60. Donc ça, c'est pas terrible comme gestion. Donc la bonne gestion va être de se rapprocher de la surface la plus probante de la parcelle. S'il y a 10% en sable fin, eh bien, on ne va pas gérer la parcelle sur un sable fin. Hein. Si il y a 50 à 60% de la parcelle en sable fin, on va la gérer sur un sable fin. Sachant que, en fait, chez Cibex, on est en train de travailler sur la gestion automatique des multizones dans les parcelles. Donc, ce process-là, on va le simplifier de façon à ce que vous pouvez, par exemple, uploader ou télécharger une carte avec les différentes zones, avec les différentes configurations, et on va générer automatiquement les différents cycles de production qui correspondent à ces différents niveaux de RU. Et on va collecter tous les résultats de façon à ce que ça soit visible au niveau de votre parcelle. Donc ça, c'est parmi les fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler pour cette année et qui seront disponibles d'ici la fin de l'année pour l'année prochaine et pour test éventuellement sur l'année précédente. Ok, merci pour les précisions. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on a dépassé largement le temps alloué. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a Jérôme. Oui, Jérôme, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, merci pour vos précisions. J'étais utilisateur aussi l'année dernière, je rejoins un petit peu ce qui a été dit là. J'ai trouvé que la définition du type de sol, en fait, d'une manière générale, était peu évidente. Et ça a un gros impact dans, bien sûr, et c'est normal d'ailleurs, hein, dans le calcul de la réserve. Donc, voilà, quelle aide on pourrait avoir parce que entre différents types de sable, j'ai bien compris les réponses sur les zones, hein, mais déjà dans la définition simple du type de sol, je trouve ça assez complexe à l'utilisation. D'accord. Alors, sur les sols, choisissez le type de sol NetTiering, vous avez toujours un détail. Hein. Donc, par exemple, là, vous êtes sur limon argileux. Texture limoneux argileuse, 20 à 30% d'argile, sein profond reposant sur du calcaire à plus d'1 mètre. Ouais, donc, il y a toujours une petite description, mais vous trouvez que ça aussi, c'est pas assez ou c'est pas assez clair? Quand on calcule sur l'ensemble des sols disponibles et qu'on voit la RU à côté, oui, je trouve ça pas toujours évident. Il y en a beaucoup, quoi. Si on clique sur le menu déroulant, là, on peut le faire. Hein. Vous êtes sur les limons argileux. Ouais. Alors, vous avez, là, vous avez 100 mm. Ça veut dire que c'est moins profond. Hein, c'est un limon argileux caillouteux, donc il va être moins profond. 130 mm, donc vous gagnez en profondeur. 155 mm, vous gagnez encore en profondeur. Et un limon argileux sein profond, RU maxi 170 mm, vous avez des limons qui sont, vous avez 1,20 m de limon, quoi. Hein. À l'utilisation, en fait, voilà, un limon argileux et un limon argileux caillouteux, oui, j'en ai un peu. Et pour moi, savoir si je suis entre celui qui est à 100 mm ou à 130 mm, honnêtement. Alors, ouais, là, ce qu'on recommande pour ça, parce que vous aurez un indice de profondeur
qui va être marqué. Hein, si on fait dans la détermination un peu plus claire quand vous l'aurez choisi, ce qu'on recommande pour ça, c'est que vous fassiez un échantillon à la terrière. C'est-à-dire que vous descendez avec votre terrière et quand vous allez buter, vous allez savoir si c'est du 60, du 70, du 80, du 90, du 100. Vous n'allez jamais buter, ça sera plus de 100. Hein, donc, c'est donc avec une terrière que vous allez pouvoir déterminer un peu cette profondeur et puis la capacité de votre limon. Voilà. Sur un sable, ça va être pareil. Si vous êtes sur un sable sur gravier, vous allez buter. Hein. Si vous êtes sur une argile sur silex, vous allez buter à un moment donné. Et ça correspond quand même aussi un peu à vos reliquats. Quand vous faites des reliquats azotés, bien, vous faites ces échantillons à la terrière sur 1, 2 ou 3 échantillons. Donc 0,30, 30, 60, 60, 90. Si vous pouvez aller jusqu'à 90 sans problème, eh bien, à ce moment-là, vous serez sur du profond. C'est-à-dire, là, on sera sur minimum 170 mm de réserve utile. Ça, c'est votre sol. Okay. Après, une RU de votre sol, ce n'est pas exactement celle qui va être disponible sur votre culture, mais c'est l'OAD qui fait le ratio par rapport à l'enracinement de la culture. Donc, par exemple, un limon argileux sain profond avec une RU maxi de 170 mm, si je mets un blé dessus, eh bien, je l'aurai. C'est 170 mm, je vais avoir entre 150 et 170 mm de réserve sur mon blé qui seront disponibles sur la courbe verte et sur la capacité au champ. Maintenant, sur ce même type de sol, hein, où je l'ai bien saisi, ma RU maxi 170 mm, ok, très bien, où je mets une pomme de terre. Pomme de terre, maximum d'enracinement 55-60 cm. Donc là, ma réserve ne dépassera pas 120 à 130 mm. C'est l'OAD qui va faire le ratio parce que lui, il connaît l'enracinement de votre pomme de terre. Parce qu'on a fait les essais, hein, parce qu'en fait, on a fait des fosses et on a fait des profils racinaires pour déterminer les enracinements maximaux des cultures. Voilà, par typologie de sol. Oui, Thierry? Oui, Monsieur Bordin, pour peut-être essayer d'expliquer ce que peut-être moi, par exemple, j'ai du mal, c'est que quand on modifie le taux de cailloux ou la profondeur, ça nous dit pas, ça nous recalcule pas instantanément la RU du sol. On est obligé d'aller dans l'onglet cycle, information détail pour voir ce qu'on a modifié là dans structure du sol, comment ça a impacté la RU de notre sol. La proposition, et je pense que ce que veut dire cet agriculteur, j'ai perdu son prénom, c'est qu'on aimerait bien que quand on définit notre sol, c'est-à-dire taux de cailloux et profondeur d'enracinement, en bas, ça nous indique la RU que ça calcule. Vous voyez ce que je veux dire dans le même onglet. Ouais. Et comme ça, zut, il me trouve 95 mm de RU. Ah, c'est un peu beaucoup. Hop, je remets un peu de cailloux, j'en enlève, je mets de la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, comme ça, dans pour une je suis désolé. Voilà, ça s'est vu, c'est ça dans mon argumentaire, c'est vu. Oui, en fait, je vais. Exactement. Ouais. D'accord. Mais vous avez sans doute, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez fait un choix de ne pas le mettre. Ou alors, il faut nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas mis. Alors, pourquoi on ne l'a pas mis? En fait, c'est parce que on a été obligé un peu de concilier, mais on va prendre en compte quand même la remarque et puis on va essayer de progresser sur ça. Mais on a été obligé de concilier deux choses. C'est que l'ancien Netirig, vous vouliez un historique et il n'y avait pas d'historique possible. Et justement parce qu'on mettait tout sur la même page. Et là, on a séparé. C'est pour ça que vous avez un onglet parcelle d'exploitation pour le vote sol, parce que celui-là, il reste. Parce que celui-là, c'est votre historique et puis vous le conservez et vous n'aurez pas à le ressaisir. Si vous vous rappelez bien, dans l'ancien Netirig, vous deviez ressaisir vos parcelles chaque année. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, on a créé cet onglet sol et puis on a créé les cultures à part dans un onglet cycle. Et voilà.
Donc, voilà ce qu'on a dû concilier. Du coup, il faut qu'on affiche la RU, mais ça sera dans cycle quand même. Hein. Il y a un détail important aussi, Thierry, il ne faut pas l'oublier, c'est que la RU, elle prend en compte la culture que vous avez. Et c'est la principale raison pourquoi on ne l'a pas mis ici. Parce qu'entre autres, quand j'ai du blé, ma RU, elle va différer que quand j'ai de la betterave ou quelque chose comme ça. Donc ici, il faut vraiment juste définir quel est réellement votre type de sol, pas essayer de le calibrer. Par contre, nous, on est en train de travailler sur une fonctionnalité aussi qu'on va déployer d'ici la fin du mois d'avril, qui vous permet d'ajuster la RU manuellement. Donc, mais ça ne va pas être au niveau de la parcelle, mais ça va être au niveau du cycle de production. Donc, en fonction de la culture que vous avez choisie, en fonction du type de sol que vous avez choisi, vous aurez la possibilité d'ajuster la réserve utile en fonction de si vous avez fait des analyses ou basées sur votre expérience passée, quelque chose comme ça, vous allez avoir la possibilité d'ajuster cette RU-là. Et vous aurez également la possibilité d'ajuster la réserve de départ. Donc, ça aussi, vous aurez la main dessus. Donc, ça va être déployé dans le prochain déploiement de la version d'amélioration majeure. Oui, bah, du coup, vu comme ça paraît bien. Oui. Très bien. Très bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres mains levées et on a largement dépassé le temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de rester avec nous malgré tout ce retard. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des interrogations ou demandes d'assistance. On sera toujours à l'écoute et voilà. Donc, Oui, et on peut travailler en visio pour que vous me sollicitiez sur la création de vos parcelles au niveau sol s'il y a des interrogations. C'est-à-dire que moi en visio, avec votre partage d'écran, je peux vous poser quelques questions sur vos sols et puis je vous conseillerai sur la typologie à prendre pour vos parcelles. Et puis, on va organiser au moins dans le Loiret, mais peut-être aussi dans d'autres régions, des séances dans les GDA de paramétrage de sol si besoin pour vous aider, et de façon gratuite. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous revoir sur d'autres webinaires. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Ouais. Il y en a encore un. Juste une seconde, attends. Stop recording.